Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Triangle Socle du Congo Trisoko. La fois passée, nous avons parlé de deux centenaires qui ont fait date l'année 2021. Il s'agissait bien sûr du centenaire de la mission de Simon Kimbangu, mais également du centenaire des Toumba, deux activités, deux événements auxquels le chef de l'État avait pris part. Des événements aussi co-organisés avec messieurs Dieudonné Bifouma, notre invité de tous les jours. Bonsoir, bienvenue encore une fois. Nous revenons, c'est vrai que nous n'allons pas assez commenter sur ce centenaire, mais on essaiera aujourd'hui de revenir sur deux autres sujets qui ont fait vraiment date. L'année passée, nous avons parlé des pays des Noirs. Vous disiez tous les pays des Noirs sont sous-développés. Pourquoi ? Nous avions également parlé l'année passée de la faiblesse des programmes du FMI, le Fonds monétaire international, et la Banque mondiale dans les pays africains, principalement chez nous, ici au Congo. On essaiera de prendre un élément, la déclaration du chef d'État français, Emmanuel Macron, en 2019, lorsqu'il parlait devant, il s'adressait aux ambassadeurs réunis à Paris après le sommet de G7. Il a parlé de l'ordre international, du recul de l'Europe, il a parlé de la montée de la Chine, de l'Inde, de la Russie et curieusement de l'Afrique aussi. Il a parlé de mauvais choix des Occidentaux. Et alors, on essaiera un peu avec vous de comprendre cette déclaration, essayer de la lier dans les contextes de notre rétrospective de l'année passée. Mais commençons d'abord par nos sujets qui ont fait date, notamment les pays des Noirs. Pour vous, qui sont toujours sous-développés, et on aimerait bien comprendre aujourd'hui, c'est peut-être pour répondre la question de l'un des téléspectateurs qui disait « Est-ce que le développement est lié aussi à la peau, à la couleur donc ?» Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que jusque-là, nous ne faisons que des constats. Y a-t-il un pays des Noirs développé? Il n'existe pas. Ou alors, on définirait autrement le développement. Mais il y a des pays des Noirs émergents, comme l'Afrique du Sud, qui se retrouvent parmi les BRICS. L'émergence n'est pas le développement. Sinon, on parlerait de pays émergents, tout simplement, en voie de lieu développement. Place de développement. Donc, ce sont des gens, des pays qui sont à la quête du développement. Ça, c'est normal. Comme nous aussi, tous les pays des Noirs sont à la quête du développement. Ça, c'est aussi normal. Mais nous n'avons pas encore atteint les niveaux escomptés. Il n'y a que ça. Maintenant, la question, pourquoi nous n'avons pas encore atteint ce niveau minimum pour qu'on nous appelle aussi des pays développés? C'est là toute la préoccupation. Et quand on analyse cette réalité, c'est une réalité. D'abord, elle est réalité, donc c'est vrai que tous les pays des Noirs sont sous-développés. Tous, sans exception. Oui, mais c'est une réalité d'aujourd'hui, mais il y a des siècles, l'Égypte par exemple, qui était l'un des pays les plus puissants au monde, peut-être même la superpuissance en son temps, c'est quand même un pays des Noirs. Oui, nous ne parlons pas au passé. C'est comme nous, Congolais, nous pouvons nous vanter qu'en 60, notre PIB était égal à celui du Canada, comme de la Corée du Sud. Mais ça, c'est nostalgique. Et c'est dangereux d'ailleurs. Mais au moins, on a pu aussi on ne vit pas par rapport au les passé. grands. Oui, mais qui est... Et puis, les francs congolais, après la Deuxième Guerre mondiale, les francs congolais étaient la troisième monnaie du monde. Troisième monnaie du monde. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons parler de ça d'une façon aisée? Qui était à la base de ces performances? Ce n'était pas nous, c'était les colons belges. Donc s'il faut nous vanter de ça, donc c'est vanter la colonisation. Mais en plus, nous n'en avons pas bénéficié assez. Bon, c'est la Belgique qui en a... Dans la mesure du possible, parce qu'il y avait quand même quelques écoles, quelques hôpitaux, les routes étaient quand même bonnes, donc nous avons bénéficié de ça. Donc, on ne doit pas minimiser aussi l'apport de la Belgique dans notre pays. On ne doit pas le minimiser. Cet apport est réel et ça contribuait à notre développement, c'est-à-dire à notre évolution plutôt. Sinon, c'est comme aujourd'hui. On a fêté les 100 ans de Toumba. Mais à l'époque coloniale, l'école de Toumba était
bien construite par rapport à aujourd'hui. Alors maintenant, et les autres écoles, c'est la même chose. Toumba résiste encore. Mais il y a des écoles qui étaient de très bonnes écoles à l'époque coloniale, mais au jour d'aujourd'hui, c'est la racaille. Alors, on parle des pays des Noirs qui sont sous-développés. Vous disiez pourquoi? Justement, c'est ça le questionnement. Moi, j'ai fait ce constat. Je suis en train de développer l'article. Bientôt, nous allons le publier pour donner, essayer de donner le pourquoi. Moi, j'ai une idée. Pourquoi nous sommes sous-développés? Tout simplement. Donc, je vais donner ces idées-là. Oui, mais pourquoi? Donnez-nous même en sommaire qu'on comprenne. Mais parce que notre mental collectif... C'est ça la raison. Notre mental collectif, non, ça dit tout. Quand je parle de notre mental collectif, ce n'est pas le mental d'une seule personne, mais de tout le monde n'est pas adapté. Au jour d'aujourd'hui, ne correspond pas ou n'a pas encore intériorisé la notion de développement. Ou comment nous devons nous développer. Le mental, je dis bien collectif, pas le mental d'un individu. Sinon, si on parlerait seulement des individus, il y aurait peut-être des différences. Mais vous quittez la RDC, vous allez à Brazzaville, au Congo-Brazza, vous allez au Gabon, au Cameroun. C'est comme si vous étiez encore en RDC. Quand vous voyez les villages du Cameroun... Non, mais c'est comme les villes de l'Europe aussi se ressemblent. Ah, mais justement. Parce qu'il y a un collectif, c'est-à-dire il y a un mental collectif qui a poussé les gens à voir de telles villes. Et nous aussi, nous avons un mental collectif qui, malheureusement, nous garde encore au niveau du bas de l'échelle. Les pays des Noirs, tous sous-développés, ça c'est quand même une bonne déclaration. Pas une déclaration, c'est un constat. Voilà. Oui, un constat qui se traduit dans cette déclaration. Mais sinon, Emmanuel Macron a essayé un peu de nous vanter, disant que l'Afrique figure parmi les pays qui essaient, enfin, les pays d'Afrique figurent parmi ceux du monde qui essayent un peu de monter. Il donne l'exemple de l'Inde, de la Russie. Il parle aussi de la Chine. Mais ça, quand même, c'est important. Ça peut aussi nous encourager en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire être encouragé ne veut pas dire que être félicité. Vous étiez à 0, mais vous êtes arrivé à 1. On peut faire ce constat que vous étiez à 0, vous êtes à 1. Mais est-ce que nous sommes déjà à 5? Or, pour arriver à 5, il faut passer par 1. Alors moi, je voudrais vous proposer d'abord de l'écouter. Écoutez cet extrait, Emmanuel Macron devant les ambassadeurs, c'était en 2019. Je propose à la régie de nous proposer cet extrait. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances
pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde. L'Occident et principalement l'Europe bousculés, et Emmanuel Macron parle de ces nouvelles puissances qui pensent le monde avec une vraie logique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec de la politique internationale occidentale? Ça dépend du côté où l'on se retrouve pour faire une appréciation comme ça. Lui est un chef d'État d'une grande puissance. Il connaît mieux le monde que nous. Mais il fait ce constat. Il constate que les États européens, les pays occidentaux sont en perte de vitesse. Il n'a pas décrit toutes les raisons, mais au moins il a fait ce constat. Il avance quand même que c'est à travers les mauvais choix. Les mauvais choix, oui, c'est quelques raisons. Mauvais choix, ou peut-être erreur, tout. Ça il le dit. Mais ce n'est pas tout. Ou ça peut ne pas être tout. La réalité est que les choses changent. Ça, c'est tout à fait normal. Il a parlé de la France qui était une puissance, disons, un pôle de rayonnement du monde. En XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle. De la Grande-Bretagne, pôle de rayonnement du monde au XIXe siècle. Et les États-Unis, à partir du XXe siècle, sont devenus aussi un pôle de rayonnement. Mais quand on analyse maintenant l'évolution du monde, pas seulement de l'Occident, de nous, les Africains, non, l'évolution du monde, pour être plus précis sur le plan même de l'astrophysique, l'évolution de l'humanité habitant sur la planète Terre seulement. Parce que l'existence n'est pas seulement l'apanage de la planète Terre. Il y a aussi d'autres planètes qui pourraient avoir d'autres types de vie, on ne sait pas. Oui, ça, on pourrait peut-être en parler. Mais ici, on aimerait bien se focaliser sur ce basculement de force avoué par un chef d'État français. C'est quand même... C'est-à-dire, pour comprendre, moi, ça ne m'étonne pas qu'il ait dit ça. Ça ne me surprend pas. Parce que ça entre tout naturellement dans la loi de l'évolution. C'est une loi naturelle, l'évolution. C'est ce que on se limite à l'humanité sur la planète Terre. Est-ce que nous avons commencé, l'humanité a commencé à survivre avec la France comme pays développé ou avec les États-Unis comme pays développé? Non. Donc, il fut un moment où les États-Unis n'existaient même pas. Même si la France a existé depuis plusieurs siècles. Mais est-ce que 5000 ans avant Jésus-Christ, l'homme existait déjà sur Terre? Est-ce que la France existait? Donc, c'est pour dire que quand on va avec la logique de la loi naturelle de l'évolution, ça ne peut pas surprendre. Au contraire, ça devra tout simplement nous interpeller. Ça confirme qu'aujourd'hui, vous pouvez être riche, demain, vous pouvez devenir pauvre, et ainsi de suite. Oui, mais dans ce nouvel ordre, il parle de l'ordre international, pas l'ordre mondial tel que... Parfois, on le dit souvent, il parle de l'ordre international. Mais ici, il est question de leaders au niveau de la scène internationale. Il dit la Chine, par exemple, la Russie et les autres pays qui émergent pensent le monde avec une vraie logique. Et l'Afrique, il cite aussi le continent noir. Mais malheureusement, j'aimerais bien comprendre quelle pourrait être la partition de l'Afrique
dans ce nouvel ordre international? Est-ce que l'Afrique, avec tout ce que vous veniez d'énumérer ici, son mental collectif qui semble être faible, est-ce que l'Afrique pourrait vraiment jouer un rôle, ou sinon il faudra alors compter sur la grâce de Dieu davantage? Non, on ne peut même pas parler de Dieu ici. C'est-à-dire, moi j'insiste sur la loi naturelle de l'évolution. Pour comprendre tous ces bouleversements, il faut d'abord comprendre qu'il y a une loi naturelle qui régit l'évolution du monde, qu'on appelle la loi naturelle de l'évolution. Dans cette loi, c'est là où on le retrouve, que celui-ci avait les atouts aujourd'hui, demain il perd les atouts, quelqu'un d'autre vient prendre la relève. Maintenant, c'est la personne qui vit ces changements, la personne qui vit sur cette terre, c'est cette personne-là qui doit être capable de réfléchir pour dire, nous sommes au XXIe siècle, quelle devrait être ma place? Ou comment dois-je contribuer à l'évolution de l'humanité? Ça, c'est l'individu qui doit se poser des questions. Et au niveau des États, ce sont les États qui doivent se poser des questions. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Mais si vous n'avez rien à proposer, acceptez ce que les autres vous proposent. Dans l'échec de l'Europe aujourd'hui, c'est une opportunité pour les autres pays de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors l'Afrique, ce n'est même pas une opportunité. Peut-il aussi pour proposer quelque chose? C'est ça ma question. Mais oui, c'est-à-dire, quand on parle de la loi naturelle de l'évolution, c'est que ce que nous allons vivre demain ne sera pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Non, mais je veux comprendre. Ce que nous allons vivre demain, est-ce un fait d'hasard? Ou sinon, c'est des faits pensés qui devraient alors guider le monde de demain? Et dans cette logique, parce que s'il faut y aller par les faits qui sont pensés et aussi de rapports de force en rapport avec les autres pays qui sont en face, l'Afrique a-t-il quelque chose à proposer? Mais c'est à l'Afrique, justement, de réfléchir. Ce n'est pas que les autres doivent dire, bon, vous, Africains, donnez-moi ceci, soyez forts dans tel domaine. Et non, c'est nous, Africains. Parce qu'avant, peut-être, on ne comprenait pas mieux le monde. On ne savait pas d'où venait l'argent des Européens. On ne savait pas tout ça. Mais maintenant que nous savons comment l'Europe est-elle devenue développée, comment les États-Unis, nous savons. Alors maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais réfléchissons en disant, bon, elles sont passées par telle voie. Est-ce que nous devons aussi passer par la même voie ou nous allons améliorer cette voie-là? C'est à nous de réfléchir. Ce ne sont pas les autres qui doivent nous dire ça. Or, cette prise de conscience, Dieu nous l'a donnée. C'est-à-dire le minimum d'intelligence que Dieu nous a donné nous permet d'avoir cette prise de conscience. Mais vous savez que la prise de conscience, nous pouvons bien l'avoir, mais la technologie, l'intelligence qui va avec, est-ce que nous l'avons déjà? Mais qui dit que nous n'avons pas l'intelligence nécessaire? Qui le dit? Mais nous avons l'intelligence nécessaire. Parce que déjà, vous fustigez ici, il n'y a pas longtemps, le mental collectif. Voilà. Maintenant, nous arrivons aux méthodes, à la stratégie. Il n'y a que ça. Nous avons l'intelligence, parce que même pour aller tuer une fourmi, nous savons comment le faire. C'est l'intelligence aussi. Alors, cette intelligence existe. Mais maintenant, face au développement, qu'est-ce que nous devons faire pour nous développer? Mais c'est un problème de stratégie, tout simplement, que nous ne parvenons pas à découvrir. Et maintenant, quand on vous propose cette stratégie, il y a des gens qui préfèrent dormir dans les vieilles stratégies qui n'apportent pas ce développement. Les nouvelles stratégies qu'on propose, les gens peut-être n'ont pas encore compris, mais quand les gens comprendront les nouvelles stratégies, vous verrez que le développement aussi va venir. Et parmi les vieilles stratégies, nous avons les programmes des institutions internationales que nous avons toujours sollicités, mais qui ont démontré aussi leurs limites. Mais entre autres, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pour rendre ce programme efficace? Nous devons encore attendre que les Fonds monétaires viennent nous apprendre comment rendre les programmes efficaces. Mais nous-mêmes, est-ce que nous ne pouvons pas dire aux Fonds monétaires, nous voulons que vos programmes soient efficaces, faisons ça et ça, on propose. Est-ce que c'est impossible? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Là, donc c'est un problème de stratégie. Tout simplement, peut-être nos stratégies sont faibles. Peut-être notre approche, c'est-à-dire notre approche stratégique est faible jusque-là. Et raison pour laquelle, la fois passée, j'ai dit, au cours de cette semaine, peut-être mercredi ou jeudi, l'article va sortir sur le fait que la RDC, je ne voudrais pas engager les autres États,
Mais les idées que je propose à la RDC, c'est d'abandonner la mauvaise, disons, la démarche qui a toujours été la nôtre, parce que nous participons aussi à certains séminaires, colloques sur le plan national comme international. Mais nous voyons comment on réfléchit. Vous faites le constat. Donc, la méthodologie est presque la même partout. Constat. Qu'est-ce que vous constatez chez vous? Que chaque pays fasse un état des lieux. Vous exposez votre état des lieux. Et puis, deuxièmement, bon, quelles sont les causes de tout ça? Maintenant, on réfléchit ensemble, quelles sont les causes? Et enfin, bon, quelles sont les pistes de solutions? Et là, on n'a pas besoin d'une vision aussi efficace. Mais justement, cette démarche-là ne vous permet pas de cerner tous les aspects. C'est ça le problème, que les gens ne comprennent pas. Parce que quand vous êtes dans une salle, vous dites, bon, quelles pourraient être les causes de cette situation? Parce que pour décrire les constats, c'est facile. C'est la vérité que vous vivez, vous la décrivez. Maintenant, quelles sont les causes de cette situation? Mais tel peut montrer, ah, moi j'estime que ça et ça. Bon, on acte. Tel, oh non, moi j'estime que c'est ça. Peut-être, quand vous avez recensé 5 causes, vous dites oui, nous avons quand même bien réfléchi. Maintenant, quelles sont les solutions apportées par rapport à ces causes? Vous commencez à dire non, pour cette cause, voilà ce que nous proposons. Et puis, on formule des recommandations qui peuvent être contraignantes ou non contraignantes. Mais ce sont des recommandations quand même, ce sont des idées. Mais quand on a fait cette démarche intellectuelle, la question, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est efficace? Maintenant, les constats que nous faisons, que ce sont des démarches qu'on a, c'est la démarche que les États ou l'élite africaine adoptent depuis des années. C'est une démarche traditionnelle. Conséquence, échec. Mais le traditionnel, ce qui est traditionnel est toujours efficace. Mais c'est ce qui est traditionnel qu'il faut changer, améliorer. Alors, dans l'amélioration, vous dites? Dans l'amélioration, c'est ainsi que nous proposons. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Les autres ont inventé. Nous avons apprécié et nous appliquons. Et nos solutions viennent toujours d'ailleurs. Ça, c'est aussi grave. Non. Ce n'est pas que les solutions viennent toujours d'ailleurs. Les idées, on peut ne pas avoir le monopole de l'inspiration. L'inspiration peut venir de gauche ou de droite. Mais quand c'est bon, tout le monde l'applique. Mais la TVA, par exemple, prenez le cas de la TVA. Mais la TVA est une invention française. Mais la France n'est pas... Et tous les pays développés appliquent. Hein. Presque tous les pays du monde appliquent la TVA. Oui, la TVA dont la mobilisation continue à échouer dans le contexte qui est le nôtre. Non, mais ça, ne parlez pas du Congo. Moi, je parle de la TVA. Oui, mais c'est une invention d'ailleurs française. Qu'on essaie d'adapter, malheureusement. Mais tous les pays qui ont adapté, qui ont adopté la TVA chez eux, mais la France n'est pas meilleure que ces pays-là. La France ne dira pas que les États-Unis sont inférieurs. Pourtant, les États-Unis ont adopté la TVA. Vous allez dans les autres pays, ils ont adopté la TVA. Mais ça produit mieux, ça produit beaucoup aussi auprès de ces pays-là, et ça les aide à évoluer. Donc nous ne parlons pas de l'origine de l'inspiration. Ce qui est important, c'est d'apprécier l'idée et de voir comment l'appliquer chez nous. Alors l'idée de changement pour vous, pour remplacer la vieille tradition, c'est laquelle? La vieille, moi j'appelle ça une démarche dépassée. Parce que vous allez constat, cause, piste de solution. Vous n'allez pas tout décrire, vous n'allez pas tout embrasser. Mais quand on va avec la logique, constat, quels sont vos constats? Vous donnez les constats, et puis on vous pose la question, vous qui avez fait ce constat, qu'est-ce que vous voulez? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre pour dire que, bon, face à ce constat, voilà ce que je voudrais comme objectif? C'est vous qui devez dire ce que vous voulez. Maintenant, quand vous décrivez ce que vous voulez, on vous dit, bon, fournissons maintenant un effort pour atteindre ce que vous voulez. Première démarche, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez? Voilà une démarche intellectuelle qui vous oblige, je dis bien qui vous oblige à approfondir la réflexion. Tout simplement. C'est là la différence. Parce que quand vous approfondissez la réflexion, vous comprendrez qu'il peut y avoir un petit élément qui risque de vous déranger, mais
quand vous dites ma cause, vous ne parvenez pas à déceler cet élément-là. Mais quand vous analysez par rapport à ces risques-là, vous comprendrez que ces petits éléments peuvent nous empêcher d'atteindre un grand résultat. Et ici, vous voulez rappeler que les Africains, dans leur mode de gestion des affaires, ils n'ont pas encore intégré la dimension de savoir prévenir les risques. Cette démarche n'est pas encore appliquée. Dans tous les pays des Noirs. Mais... J'insiste, je le répète, je le dis clairement, parce que l'année passée, en 2020, on a participé à certains séminaires internationaux où on a fait ce constat, on a fait remarquer même aux organisateurs. Et tout le monde était ébloui pour que, ah oui, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque, nous? Ce n'est pas de l'intelligence qui nous manque, mais c'est d'abord un vouloir de changement. Alors, le vouloir de changement, ça, il faut alors le créer et sinon le motiver. Alors, je voudrais ici revenir sur un fait qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, l'avenir ou sinon l'espoir du monde réside dans les ressources de l'Afrique, les ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, nous avons même des pays qui viennent chercher la main d'œuvre chez nous pour l'amener. Les États-Unis, par exemple, qui a un programme très convoité par les Africains, les Congolais principalement, la développerie. Je veux bien sûr parler de ça. Et aussi, nous avons nos forêts. Le chef de l'État l'a vanté aussi dernièrement au sommet, dans un sommet international. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique ressemble à une femme qui n'a que sa beauté à offrir? Voilà l'illusion de l'Africain. Je répète, voilà l'illusion de l'Africain. Oui, mais quand nous sommes considérés, c'est par rapport à nos ressources. Non, l'Africain se met dans une certaine illusion pour dire que non, c'est nous qui avions ceci, c'est nous qui avions cela. C'est une simple illusion. Qui peut oser dire que l'Afrique est la partie du monde la plus riche en tout? Qui? En ressources naturelles, notamment. Même en ressources naturelles. Oui, ça, on le reconnaît. Justement, il peut y avoir des ressources naturelles. Les diamants, par exemple, on vous dit que les diamants industriels... C'est comme la Chine se positionne aujourd'hui comme l'usine du monde. Et l'Afrique, c'est... Ici, on vient puiser les matières premières. Mais justement, ça, on le sait. Ce que je voudrais vous faire voir, est-ce que vous savez ce que signifie le droit de la mer? Demandez aujourd'hui le droit de la mer. Et pourquoi on ne l'applique pas? Parce que les recherches ont démontré que dans les océans, il y a tout. Tous les minéraux que nous recherchons, les cobalt, les cuivres, tout, ça se trouve dans l'océan. Mais on peut facilement les exploiter que sur des terres. Non. Même là-bas, on peut exploiter. Même dans les océans, on peut exploiter. Mais il y a seulement un problème de technologie. D'abord, et puis d'opportunité. Mais c'est pourquoi je parlais de la facilité dans l'exploitation. Mais ça sera exploité tôt ou tard. Mais maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'investir beaucoup d'argent pour exploiter ces minéraux-là? Pas encore. Parce qu'on peut encore en trouver sur la terre ferme. Pas seulement en Afrique. Mais la Russie est très riche. Non, je parle principalement de l'Afrique. En Russe, on ne peut pas aller prendre les minéraux de la Russie, par exemple, avec beaucoup de facilité, comme on peut le faire en Afrique aujourd'hui. Raison pour laquelle, ce n'est pas que l'Afrique a beaucoup de richesses, raison pour laquelle les gens viennent ici, mais parce que l'Afrique est moins organisée, je dis bien moins organisée, raison pour laquelle les gens viennent s'amuser comme ils veulent. Le fait d'être moins organisé ne veut pas dire que vous êtes les plus riches. Parce que la forêt équatoriale africaine n'est pas la plus grande du monde. Mais l'une des plus importantes du monde. Tant mieux. La production de cuivre, ce n'est pas seulement l'Afrique. Si nous avons quelques minéraux pour lesquels nous pouvons nous vanter, nous sommes les premiers, mais ça ne suffit pas. Le monde n'évolue pas seulement avec ces minéraux-là. Il faut intégrer tout. Donc c'est pour dire que c'est nous qui nous faisons de l'illusion que les autres nous envient parce que nous avons beaucoup de richesses. Non, les autres vous envient parce que vous êtes faibles, vous êtes moins organisés et c'est plus facile de venir prendre chez vous que de les prendre ailleurs.
Le pétrole, mais les Américains ont du pétrole chez eux. Beaucoup de réserves même. Mais alors, mais pourquoi ils vont prendre ailleurs? Ce n'est pas parce qu'eux n'en ont pas. Donc c'est pour dire que ne nous vantons pas. D'ailleurs, ça devait être un élément de honte. On devait être honteux de voir que toutes ces grandes puissances viennent ramasser les minéraux qu'ils vont utiliser chez eux, ici, tout simplement par manque d'organisation. Non, mais je voudrais ici que vous puissiez nous dire, est-ce que c'est pas aussi parmi les atouts que l'Afrique a qu'il pourrait capitaliser pour se faire une place dans les concerts des nations? Non, les concerts des nations, c'est d'abord la tête, c'est-à-dire le cerveau. Faisons travailler d'abord le cerveau avant de penser. On peut ne pas voir la richesse. On peut vivre dans un pays désertique, mais si nous avons un cerveau bien formé, nous allons bien vivre. C'est tout. Ne croyons pas que c'est la terre qui change l'homme. Non, c'est l'homme qui change la terre. Mais pour que l'homme puisse changer la terre, mais il faut que son cerveau soit bien outillé. Donc, raison pour laquelle, quand on parle du changement du monde, on peut dire l'ordre international, l'ordre mondial. Parce que quand on parle de l'ordre mondial, les gens voient souvent non, mais je les ne comprends aspects pas. spirituels. Vous voulez minimiser les ressources naturelles que contient la RDC, par exemple. Non, ce n'est pas ça. On parle même des minéraux stratégiques. Mais pourquoi nous sommes sous-développés? Pourtant, les minéraux sont là, mais nous sommes sous-développés. Les gens crèvent de faim, nous sommes pauvres. On nous qualifie de pays pauvres. Pourquoi? Alors que les richesses naturelles sont Mais là. ce sont les diplômes qui vont nous développer, c'est ça? Mais c'est ça le cerveau. Donc il faut développer d'abord le cerveau, comme ça vous saurez comment vous organiser pour mieux exploiter ces minéraux, comment vous organiser pour que les autres qui viennent prendre puissent aussi laisser suffisamment de moyens à votre niveau. Vous croyez que ces compagnies minières qui exploitent tous ces minéraux que nous avons, l'État gagne plus que ces entreprises-là? Est-ce qu'on peut s'imaginer? On peut se poser des questions d'abord. Les entreprises qui sont venues avec le cerveau et l'argent, ils exploitent chez vous, mais ce que les entreprises en question gagnent, ce n'est même pas les 1/5 de ce que l'État gagne. Et pourquoi? Mais c'est parce que c'est un problème d'organisation chez nous. Vous avez vu comment Kabila, le président Kabila sortant a été attaqué sérieusement par la communauté internationale par rapport à la révision du code minier. Mais s'il ne s'était pas armé de beaucoup d'énergie pour résister, mais le code minier n'allait jamais être révisé. Mais le premier code minier de 2012, est-ce qu'il était avantageux au pays? Et non. Mais il a suffi seulement qu'il touche un peu de l'organisation. Vous avez suivi. Donc ne nous vantons pas. Ayons d'abord honte de toujours vanter nos produits. Organisons-nous tout simplement. Or, l'organisation nous fera quoi? Que vous les Chinois, parce que les minéraux au Congo, c'est d'abord les Chinois. Pour le moment, ce sont les Chinois d'abord. Parce que la plus grande société congolaise, Tenke Fungurume, est une société chinoise, hein? Elle n'est plus américaine. Alors maintenant, si nous étions bien organisés, ceux qui viennent investir doivent se comporter selon notre organisation. Et laisseront aussi au Congo ce qui nous revient par rapport à notre organisation. Mais vous savez que, est-ce que ce n'est pas aussi logique que nos minéraux pourraient beaucoup plus avoir de la valeur si nous avions nous-mêmes des usines pour les transformer au lieu de les vendre bruts? C'est peut-être le fait de les vendre bruts qui fait que nous soyons toujours en position de faiblesse. C'est ça l'organisation. Même tel que nous les vendons, semi-travaillés ou bruts. Mais ça pouvait nous faire de l'argent si nous étions organisés. Peut-être les gens ne réalisent pas ce que nous perdons tout simplement par manque d'organisation chez nous. J'ai toujours pris un exemple. Un Chinois paye correctement ses impôts chez lui. Quand il travaille, il paye ses impôts conformément à leur organisation. Et s'il fraude, il peut même être pendu. Mais justement, mais quand ils viennent ici, ils se comportent en potentat. C'est comme si les impôts deviennent quelque chose de tracasserie. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont rencontré un terrain favorable au désordre. Mais si nous étions bien organisés,
les Chinois ne refuseraient pas de venir investir. Alors, la fois passée, vous nous parlez de la prophétie de Simon Kimbangu, le prophète, qui disait qu'un jour, l'homme blanc deviendra noir et le blanc deviendra... le noir deviendra blanc. Avec tout ce que nous voyons, la désorganisation et tout ce que nous avons comme déficit au niveau mental, est-ce qu'un jour, cette prophétie pourrait se réaliser et c'est avec quel miracle? Mais c'est une prophétie. Or, une prophétie ne peut que se réaliser. Elle va se réaliser. Déjà, vous avez suivi le président Macron qui reconnaît qu'il y a bouleversement. Et ces bouleversements vont faire quoi? Mais le pôle Nord devient au pôle Sud et le pôle Sud devient pôle Nord. D'ailleurs, les astrophysiciens vous disent que tous les 100 000 ans, il y a inversion des rôles. Donc le pôle Sud devient Nord et le pôle Nord devient Sud. Donc les changements dans la loi naturelle de l'évolution, aujourd'hui on peut nous critiquer. Aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut dire sur nous. Mais la conscience collective... C'est déjà la conclusion. Vous-même, vous nous critiquez. Justement. Et je ne sais pas alors à quoi nous attendre finalement. La conscience collective va évoluer. Il ne faut pas attendre ça dans 10 ans, 20 ans. Mais ça va évoluer. Et nous sommes sur cette voie-là de faire évoluer la conscience collective. C'est quand tout sera au point que vous verrez que les Blancs, maintenant, viendront commander peut-être à manger chez nous ou viendront, je ne sais pas faire quoi chez nous. Vous y croyez? Mais bien sûr. C'est-à-dire... Peut-être la Chine a monté son plan depuis quand? Quand la Chine, Macron l'a dit, je ne sais pas si c'est soit. Quand la Chine montait son plan, où étaient les Américains? Ils ne s'en occupaient pas. Les Européens ne s'en occupaient pas. Mais maintenant, quand la Chine est devenue forte, mais c'est fini, ils ne peuvent plus dire quoi que ce soit. Nous aussi, nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, on nous injurie. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ça va. Mais d'ici quelques années, il suffit qu'on commence à travailler par rapport à la nouvelle démarche intellectuelle. Vous allez voir que nous allons commencer à donner des leçons au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, que nous voulons nous aider, faites ceci ou cela, et petit à petit, nous aurons suffisamment d'argent. Les jours où l'année où nous commencerons à avoir 50 milliards de budget, vous allez voir que... Non, mais certains pays en Afrique ont peut-être plus que ça dans leur budget, mais ils sont toujours sous-développés. C'est la conclusion, malheureusement. Justement, mal organisé. Donc, attaquons. C'est un aspect très important de l'organisation, parce que dans ce collectif-là, il y a l'intelligence, il y a aussi la spiritualité, et il y a beaucoup d'autres aspects. Il nous reste 30 secondes, oui, allez-y. Justement, donc c'est pour dire que nous comptons sur notre avenir, nous serons grands. Ça, mettez ça en tête, et la prophétie de Simon Kimbangu va se réaliser. Merci beaucoup, M. Bifumano, d'avoir répondu à nos questions. Mais sinon, nous restons ouverts aux questions des téléspectateurs. Vous serez prêts à y répondre. Je pense qu'elles seront nombreuses la semaine prochaine. Ok, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous également qui étiez nombreux à nous suivre. Prenez rendez-vous, posez surtout des questions au numéro affiché au bas de votre écran et nous serons heureux d'y répondre. On se retrouve prochainement sur la même fréquence et avec le même plaisir. Au revoir.